Splan Récap, les infos du mois, sélectionnées par la rédaction de Splan, premier média d'investigation en Bretagne. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Nicolas. Pierre-Yves Bulto, vous êtes journaliste pour le média associatif Splan, premier média d'investigation indépendant en Bretagne. Et nous nous retrouvons pour parler de l'actualité dans notre région, la Bretagne, vue par Splan sur les mois de juillet et août 2025. Et on commence, Pierre-Yves, par cette alerte à Logivy-Plougras, dans les Côtes-d'Armor. Des agriculteurs détruisent des haies bocagères centenaires en toute illégalité. Et il s'agit malheureusement d'un sujet récurrent, Nicolas, un sujet que l'on suit régulièrement chez Splan, comme lors de notre enquête intitulée Bocage, la fin d'un paysage, publiée en février 2024. Alors cette enquête montrait déjà que s'il n'est pas interdit de supprimer des talus, il est obligatoire de demander l'autorisation de le faire et surtout obligatoire d'obtenir cette autorisation avant de les supprimer. Et c'est cette histoire que nous raconte Nolwenn Weiler, ou comment l'arrachage d'un kilomètre de haies s'est déroulé en toute illégalité, vous l'avez dit, sur la commune de Logivy-Plougras. Bon, toute une histoire pour un kilomètre d'arbustes, c'est pas la mer à boire, me direz-vous, et pourtant, Nicolas, c'est une nouvelle destruction sauvage qui s'ajoute aux 23 000 kilomètres de haies détruits chaque année dans notre pays. Un massacre écologique à la tronçonneuse qu'a également documenté l'Office français de la biodiversité. Dans une récente étude, l'OFB a par exemple calculé que depuis les années 50, les régions bocagères françaises ont perdu jusqu'à 70% de leurs haies. Alors, des replantations sont planifiées pour cet automne, mais est-ce que ce sont de vraies compensations à ces destructions de haies, Pierre-Yves ? Clairement non, Nicolas. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais Jean-Luc Pichon, d'Eau et Rivière de Bretagne, je cite, « Un alignement d'arbustes de 50 cm de hauteur ne peut pas remplacer une haie de vieux arbres et toute la biodiversité qui s'y abrite. » Et interrogé par Splan, le militant ne mâche pas ses mots et qualifie ces replantations planifiées de marché de dupes pour la faune, la flore et pour le citoyen, qui doit attendre 40 ans pour retrouver le paysage perdu. Et alors qu'une majeure partie de la France étouffe encore ce mois d'août sous les grosses chaleurs, il faut rappeler l'utilité vitale des haies dans la préservation du vivant. Et les haies, évidemment, servent à stocker le carbone, à réguler le cycle de l'eau, à briser les vents, à limiter l'érosion des sols et à offrir de l'ombre au bétail et aux humains. Et côté sanctions, du coup, Pierre-Yves, quelles mesures dissuasives existent-ils pour contrer ce genre de fait ? Eh bien, comme le dit Anne Ibras-Denis, adjointe à l'Agnon Trégor Communauté, les élus ne sont pas dans le registre de la sanction sur cet enjeu, alors même que les peines encourues vont de 150 000 € d'amende à 3 ans d'emprisonnement. Autre alerte de ce mois de juillet, Pierre-Yves, à Brest, le service autonomie à domicile de la résidence Havel a fermé, alors même que les résidents continuent de payer leur service. Ah oui, comme tout secteur lucratif, Nicolas, le modèle des résidences services seniors tient tant que le secteur de l'immobilier reste solide. Mais au moindre crash, c'est toute une économie qui vacille et les personnes âgées avec. Et dans cette alerte parue le 7 juillet, je vous raconte l'histoire d'un marché en plein essor qui a vu pousser des résidences services seniors comme des champignons, avec 90 établissements rien qu'à travers la Bretagne et la Loire-Atlantique. Conçus pour accueillir des personnes âgées autonomes ou relativement autonomes, ces immeubles sont composés d'appartements privatifs et d'espaces communs. Et pour un loyer moyen de 2 000 € par mois, les résidents peuvent bénéficier de services personnalisés, mais aussi non individualisables, comme une conciergerie, des espaces de convivialité ou encore des dispositifs de sécurité. Une garantie pour pouvoir rester dans son appartement jusqu'au bout de la vie qui peut vaciller en même temps que la société exploitante traverse des difficultés. Et cette histoire, Nicolas, c'est notamment celle de ces résidentes brestoises et de leurs familles qui m'ont confié leur désarroi face à la restructuration du promoteur immobilier nantais Réalité, lui-même propriétaire de la société Eurus, elle-même exploitante de la résidence Havel, jusqu'à sa reprise le 1er avril 2025 par le groupe Aquarelia. J'espère que vous suivez un jeu de dominos dans lequel ont été emportés le coordinateur de santé et plusieurs auxiliaires de vie, incarnation de ce service autonomie à domicile fermé dans la foulée de ces licenciements économiques. Et ce SAD avait pourtant convaincu ses résidentes de choisir cette structure plutôt qu'une autre. Sujet connexe, Pierre-Yves, qui a fait aussi l'objet d'une enquête de Splan, l'état de l'hôpital public en Bretagne, un hôpital public toujours en péril.
Et oui, Nicolas, c'est notre grosse nouvelle enquête dont le premier volet est sorti à la mi-juillet. Et comme le révèlent Isabelle Gerjaille et Caroline Trouillet, 20 services hospitaliers bretons sur 33 sont régulés la nuit depuis le début de l'été. Et si ces fermetures sont certes partielles, elles courent tout de même de 18h30 jusqu'à 8h, 8h30 le lendemain matin, selon les sites, provoquant un double effet immédiat, celui d'accentuer la crise de l'hôpital et de mettre en péril ce droit fondamental d'un accès aux soins pour toutes et tous, 24 heures sur 24. Un parcours de soins détérioré qui révèle 3 dysfonctionnements majeurs. Le premier, face à la difficulté pour obtenir un rendez-vous chez un généraliste ou un spécialiste, les patients s'adressent aux urgences pour des soins non urgents. Le deuxième, ce déficit de prise en charge a des conséquences désastreuses pour la population la plus défavorisée qui n'est pas prise en charge à temps, aggravant d'autant les séquelles possibles, voire les renoncements en soins. Et puis, dernier dysfonctionnement, la crise de l'hôpital public, c'est une aubaine pour les centres de soins privés qui tirent leur épingle du jeu en s'installant sur un marché porteur, instaurant une médecine à 2 vitesses où celui qui a les moyens de payer sera pris en charge rapidement. Et je note, Nicolas, que la sortie du deuxième volet de cette enquête est prévue dès la mi-septembre. Voilà, on va suivre tout ça et vous retrouverez donc tous les détails de ces affaires sur le site spland.org. À écouter cet été ou à la rentrée sur spland.org, Goliath, le podcast saison 2 avec pour question « Mais que cachent les multinationales en Bretagne ?» Nicolas, quel lien peut-il exister entre une coopérative de l'agroalimentaire, un site minier et des pollutions à l'ammoniac ? Il s'agit de 3 mastodontes qui exploitent les sols, l'air, l'eau et le vivant au profit de leurs seuls héritiers et actionnaires. Des pratiques sociales et environnementales délétères qui ruinent la Bretagne depuis des décennies. Des pratiques destructrices accompagnées de pressions sur les opposants et d'une communication empêchant toute velléité d'investigation. Dans une société où l'intérêt de quelques-uns hypothèque sérieusement l'intérêt commun, ce verrouillage est mortifère. Et parce qu'il est parfois tout aussi percutant de raconter les coulisses d'une enquête pour provoquer un impact citoyen, Spland s'est associé au studio La Houle pour réaliser cette nouvelle saison de Goliath. Goliath avec un S, comme autant de résistance médiatique et citoyenne. Et Pierre-Yves, vous nous proposez un extrait d'un de ces épisodes consacrés au rejet d'ammoniac d'une usine agroalimentaire à Saint-Malo. On écoute tout de suite. À Saint-Malo, on s'interroge. Que cache la Timac Agro ? Si vous habitez à Paris, à Caen ou le long de la Loire, peut-être que vous rêvez d'Embrun ou de la carte postale qu'on envoie d'une plage sublime au pied des remparts de la ville. Il faut dire qu'elle est belle, cette côte d'émeraude malouine. Mais rassurez-vous, vous pouvez déjà le sentir un peu, cette air de Saint-Malo. Cette odeur, en fait, elle est décrite comme une odeur de patates pourries, un peu quotidienne quand il y a des pics comme ça d'émissions à l'ammoniac. Sa problématique, c'est qu'il va se cumuler à d'autres polluants et former des particules fines et surtout très fines. Alors, dans le jargon, c'est les PM2,5. Et ces particules-là, elles sont à la source d'une mortalité prématurée, donc de décès qu'on pourrait éviter suite à des maladies respiratoires et cardiovasculaires. C'est sûr que ces deux mondes, en fait, la carte touristique, parce que Saint-Malo, c'est la plage, les remparts, ce centre-ville pittoresque, et puis tout à côté, ce port qui héberge une usine en son sein. L'ammoniac pollue l'air d'une façon sournoise. La Bretagne est la région qui en produit le plus en France. C'est simple, sur la carte établie par la journaliste Caroline Trouillet, tout est rouge ou presque en Bretagne. Mais un point brille plus fort que les autres, celui de la Timac. Voilà pour cette série de podcasts intitulée Goliath avec un S. C'est à écouter sur spland.org. Quelques autres infos glanées pour vous ces dernières semaines par Spland. Et tout d'abord, se baigner en toute sécurité en Bretagne, pas si simple. Oui, effectivement, Nicolas, malgré les grosses chaleurs, on va s'intéresser aux communes de Plouvorne et de Landunvez, 2 communes du Finistère qui concentrent les élevages porcins. Ainsi, l'étang de Plouvorne est interdit de baignade depuis le 16 juin, la faute à un taux de cyanobactéries supérieur à la limite autorisée, tout comme la plage de Penfoul à Landunvez, véritable nid à bactéries qui a cumulé les arrêtés préfectoraux d'interdiction de baignade l'année dernière, au point qu'en 2023, la Surfrider Foundation a décidé de lancer
lancé une vaste enquête auprès des médecins finistériens en première ligne pour constater les symptômes liés à ces bactéries. Cet été, l'ONG a remis ça avec un nouveau questionnaire que vous retrouverez sur notre site, auquel 27 professionnels de santé ont déjà répondu. La loi du plomb, la fameuse loi du plomb, retoquée par le Conseil constitutionnel, mais une loi du plomb peut en cacher une autre. Et oui, Nicolas, c'est passé totalement inaperçu, mais le 11 juin dernier, les sénateurs ont pourtant adopté en première lecture une proposition de loi visant à étendre le pouvoir de dérogation des préfets, notamment dans les champs de l'environnement, de l'agriculture, des forêts et de l'urbanisme. En clair, son article 3 permettrait de passer outre certaines obligations pesant sur les ouvrages hydrauliques, un sérieux bâton dans les roues des associations de pêcheurs et des militants de la faune sauvage qui se battent contre des constructions entravant la continuité écologique des cours d'eau. Un souhait d'agriculture bretonne plus respectueuse de l'environnement ? Oui, mais non, faute de moyens. En Bretagne, les demandes de mise en place de mesures agro-environnementales dans les fermes sont en hausse, mais vous l'avez dit Nicolas, les financements ne suivent pas. Alors même qu'une enveloppe existe, 257 millions d'euros, initialement destinée à l'installation en agriculture biologique, dont une grande partie a été réaffectée en aide complémentaire aux revenus pour les jeunes agriculteurs, et ceci indépendamment des modes de production. Et enfin, un article que vous avez publié au mois de juillet avec la montée des eaux, le coût de l'inaction risque de se payer cash en Bretagne. Le sujet est aussi friable que les 2600 km du linéaire côtier breton, d'autant plus dans un contexte à plus 4 degrés où les scientifiques n'hésitent plus à parler d'une méditerranéisation de la région. Cette érosion du littoral concerne déjà 116 cités bretonnes, Loire-Atlantique comprises. Un combat non pas contre, mais avec la nature qui devrait coûter au bas mot 50 milliards d'euros par an à la France. Et si des communes ont décidé d'anticiper ce phénomène, qui devrait voir le niveau de la mer augmenter, d'autres continuent comme si de rien n'était. C'est le cas de Perros-Guirec, où un immeuble de standing est en construction dans une zone pourtant reconnue comme à fort risque d'inondation. Et la suite, elle est à lire sur notre site spland.org. Effectivement, Pierre-Yves, tout est à lire en intégralité sur spland.org. Et vous y retrouverez également la rubrique « Ça se passe près de chez vous » pour tout savoir sur les différents projets agricoles, industriels, d'urbanisation qui peuvent surgir près de chez vous en Bretagne. On termine, Pierre-Yves, avec l'agenda de Spland, les rendez-vous à noter, à suivre dans vos agendas dans les prochaines semaines. Et on se retrouve dès lundi prochain en direct du Festival de cinéma de Douarnenez pour un débat autour des algues vertes et de la fameuse loi du plomb. Pour cela, j'aurai la joie de recevoir en plateau à partir de 14h30 sous les Halles de Douarnenez Inès Léraud, Amélie Mouget et Rosie Offray. Et puis à suivre le 21 août, c'est dans une ancienne église désaffectée de Coutances en Normandie que Marianne Kerfridin représentera Spland à la première biennale du Cancan Café où il sera question de journalisme et d'art contemporain. Rendez-vous dans ce tiers-lieu normand dès 18h30. Et puis enfin, pour celles et ceux qui seront du côté de la Gironde à la fin du mois d'août, ils pourront y rencontrer Sylvain Ernaud qui participera à l'Université d'été des mouvements sociaux et solidaires. Le rendez-vous est à Bordeaux du 23 au 26 août. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup Pierre-Yves. Rendez-vous le mois prochain sur nos antennes pour de nouvelles actus de Spland, premier média d'investigation en Bretagne. Et en attendant, pour retrouver ces actualités et les enquêtes de Spland, direction le site spland.org. N'oubliez pas également de soutenir ce média d'investigation indépendant en Bretagne. Faites un don. À bientôt Pierre-Yves. À bientôt Nicolas, merci à vous. Au mois prochain. C'était Spland Récap, les infos du mois, sélectionnées par la rédaction de Spland, premier média d'investigation en Bretagne.